Bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le premier podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles. Je suis Estelle, sa créatrice et également famille relais bénévole pour l'école des chiens guides de Paris depuis plus de 4 ans. Je vous donne rendez-vous chaque premier et troisième vendredi du mois pour partager avec vous mes rencontres avec des familles d'accueil, des maîtres chiens guides, mais aussi plein d'autres invités engagés auprès des chiens guides d'aveugles. Dans cet épisode, je vous présente Romain, qui est guidé au quotidien par Ocha, sa chienne guide de l'école de Toulouse. Malvoyant probablement de naissance, Romain revient sur sa demande de chien guide qu'il a fait totalement sur un coup de tête. Il participe alors aux différentes étapes pour obtenir un chien guide, jusqu'à sa rencontre avec plusieurs chiens guides possibles. Mais comment s'est passée la rencontre avec Ocha ? Et qu'est-ce que la présence d'Ocha a changé dans sa vie ? De son premier coup de fil à l'école jusqu'à aujourd'hui, Romain nous raconte son coup de foudre pour Ocha et la fabuleuse rencontre avec sa famille d'accueil. Il nous explique aussi en quoi la présence d'Ocha à ses côtés a changé le regard des gens sur son handicap, mais aussi leur comportement dans l'approche et l'adaptation au handicap visuel qui, au quotidien, lui simplifie vraiment la vie. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Romain. Eh bien, salut Estelle. Je suis très ravie d'échanger avec toi. Je voulais du coup te demander de te présenter parce que je te connais, on se suit depuis un moment, mais les auditeurs ne te connaissent pas encore. C'est vrai. Pour faire simple, moi je m'appelle Romain Fantassino, je ferai 23 ans en septembre. Je suis chargé de communication pour le comité handisport de l'Aude et je suis le maître de la petite Ocha, qui est mon chien guide depuis... je l'ai eu en mars 2020 d'ailleurs, et elle vient de faire 3 ans là en mai. Donc mars 2020, 3 ans pour la petite Ocha, et tu nous as dit un peu que tu travaillais du coup pour le comité handisport, mais il me semble que toi aussi t'es un sportif. Oui, effectivement. J'ai connu le mouvement handisport très tard, j'avais 19 ans, et par un pur hasard, je me suis lancé dans le tandem, qui est le vélo à 2 places, on va dire, pour faire simple. Ouais. Au début d'une pratique en simple loisir, je me suis vite pris de passion pour ce sport-là. J'en ai testé pas mal à côté aussi, en découverte et de par mon travail. Mais là, ouais, je me lance à fond dedans. Enfin, ça fait longtemps que je me suis lancé. Et j'essaye de cadrer un peu tout ça pour accéder à mes objectifs qui seraient d'atteindre le statut de sportif à haut niveau et d'aller le plus haut possible dans cette pratique-là. Même si bon, c'est pas tous les jours évident, mais en tout cas, on croise les doigts et on se donne à fond. Oui, et puis du coup tu fais du tandem, mais le reste du temps où t'as pas forcément de binôme avec toi, tu peux aussi faire... J'avais vu ça du vélo, alors dans ton salon au sens propre, Exactement. avec des programmes d'entraînement. Je sais pas si on dit ça comme ça. Ouais, c'est ils ont lancé une application qui s'appelle Zwift, qui à l'image un peu d'un jeu automobile sur console. Mais là, au lieu d'avoir une automobile, on a un vélo virtuel et on peut pédaler grâce à son vélo qu'on a chez soi en compagnie des gens du monde entier sur des vrais circuits qui existent vraiment. Typiquement, là, il y avait le Tour de France, on pouvait faire les étapes du Tour avec des vrais chiffres. Quand la route monte sur notre tablette ou notre télé, sur notre vélo qu'on a dans notre salon, ça durcit aussi. C'est assez réaliste. Donc, ça me permet, moi, de faire du vélo en toute sécurité et de pouvoir pallier au manque de coéquipiers quand ils sont pas dispo. Et même à côté de ça, quand je peux pas faire du vélo, je fais d'autres sports. J'ai fait du wakeboard, j'ai fait du kitesurf, du foot. Enfin, j'ai un peu tout testé. Je suis assez curieux, donc voilà. Et je fais même du canicross avec Ocha, du coup. Ah, du coup, oui, t'as allié l'utile à l'agréable. Alors, justement, pour revenir sur l'arrivée d'Ocha dans ta vie, est-ce que tu peux revenir avec nous sur un peu les débuts ? Déjà, est-ce que tu es né malvoyant ? Comment ça s'est passé dans ton histoire ? Alors, on pense que je suis né malvoyant. Je dis on pense parce que c'est quand même assez flou. Ma mère s'est rendue compte que j'avais des difficultés pour me déplacer, que j'avais tendance à me cogner un peu partout. J'avais 2 ans. Et elle m'a amené voir un ophtalmo qui était dans la ville où on habitait, où on habite toujours d'ailleurs. Mais il nous a gardés pendant un certain temps en prétextant que c'était des poussées de croissance, que c'était les dents qui poussaient. Enfin, plein de raisons qui pouvaient être crédibles quand on n'y connaît rien, mais qui au final ne l'étaient pas. Sauf que ça a tardé. Et le jour où il nous a envoyé voir un spécialiste à Toulouse, qui est la plus grande ville proche de chez moi, la maladie avait pris tellement d'ampleur qu'il savait
ils arrivaient pas à reconnaître ce que c'était. Et c'est seulement vers mes 6-7 ans, je dirais, que mon pédiatre a pu mettre le doigt là-dessus. Mais ça avait fait énormément de ravages déjà. Et on m'a mis sous gros traitement de cortisone, etc. Au final, la maladie s'est à peu près stabilisée, bien que depuis, je perds encore un peu d'année en année, pour pas dire de jour en jour s'il faut. Mais quoi qu'il en soit, c'est à peu près stable. Et là, en l'état actuel des choses, j'y vois plus du tout de l'œil droit. Et j'ai un 20e après correction à l'œil gauche. Ok. Donc j'y vois encore un peu, mais c'est pas la folie, quoi. Non, et tu dis que c'est une maladie qu'ils ont détectée, du coup, ça a un nom, cette maladie, quelque chose qui est génétique? Oh, le nom est sympa. Uvéite d'arthrite juvénile bilatérale. Ok. En gros, c'est des poussées inflammatoires qui peuvent toucher soit la vision, soit les articulations, soit les deux. Moi, dans mon malheur, j'ai de la chance, ça touchait que la vue, mes articulations vont bien. Je suis pas à l'abri que ça les touche un jour, mais pour l'instant, on va dire que je suis chanceux. Les poussées inflammatoires se sont arrêtées, on a réussi à les stopper. Donc là, en fait, ce qui crée des dégâts, c'est justement tous les dégâts qu'il y a eu auparavant. Imaginons que, en fait, mes yeux sont une maison en ruine et de temps en temps, quand il y a un coup de vent ou une trop forte secousse, il y a un mur qui continue à s'effondrer, quoi. Ok. Donc c'est à peu près l'idée. Oui, donc ça, comme tu disais au début, peut-être que ça aurait pu être détecté beaucoup plus tôt et probablement tu l'es de naissance, mais le nom a été posé très tard. Disons que cette maladie touche majoritairement les femmes en plus, donc ils s'attendaient pas à l'avoir sur un homme, et elle est soignable. Donc ils ont galéré à trouver ce que c'était parce que à cette ampleur-là, personne l'avait déjà vu. Je grossis le trait, mais s'il faut, au moment où on m'a amené voir mon premier ophtalmo, c'était de Doliprane et c'était fini, quoi. Ah ouais. Mais en l'occurrence, ça n'a pas été le cas. Je sais pas si c'était aussi simple que ça, j'en sais rien. Moi, j'étais trop petit. Puis de toute façon, ce qui est fait est fait. Exactement. Mais ça aurait pu être soignable, mais en l'occurrence, ça l'a pas été. Mais bon, je me dis que apparemment, il se pourrait que ce soit héréditaire. Donc, il y aurait un des deux côtés de ma famille qui l'aurait, on ne sait pas lequel. Je sais que maintenant, si je viens avoir des enfants, et je souhaite en avoir un jour dans ma vie, ben, dès la naissance, je le ferai vérifier et ça aura permis que les générations suivantes se fassent pas avoir, quoi. Oui, là tu es sensibilisé du coup et tu feras attention à ça éventuellement si tu as des enfants, ce que je te souhaite en tout cas. Oui, merci. Ok, et du coup tu t'es pas laissé abattre, tu fais quand même plein de choses, t'as fait des études sportives aussi ou pas du tout? Pas du tout. J'ai toujours été en milieu scolaire valide. J'ai fait un bac économique et social. J'ai fait un an de fac de droit. Mais ça s'est pas hyper bien passé d'un point de vue accessibilité, on va dire. D'accord. Du coup, je me suis reconverti dans un BTS dans le sanitaire et social que j'ai validé. Et de suite après mon BTS, j'avais déjà intégré le mouvement handisport en tant que sportif. J'avais fait un stage chez eux. On m'a proposé à l'issue de mon BTS de faire un service civique que j'ai accepté. Et à l'issue de ça, j'ai repris un club sportif avec un ami à moi, un club handisport. Et de fil en aiguille, à force de rester dans les bureaux, on m'a proposé un contrat, puis un second. Là, j'ai une perspective de CDI bientôt. Donc, je reste dans les parages et je me suis énormément lancé dans le mouvement associatif et sportif. Donc, j'essaye de joindre l'utile à l'agréable. J'adore faire du sport. J'en ai fait mon métier. Que demande le peuple. Bah c'est chouette. Ouais. Ça fait écho à ce que nous disait aussi Timothée, qui lui a Japlou des Chiens Guides de l'Ouest. Timothée, et du coup, dans l'épisode 17, il nous racontait son parcours. Et là, il va au JO de Tokyo côté athlétisme, en binôme, avec un guide, bien sûr, puisque lui est malvoyant aussi. Et donc, d'ailleurs, il est presque dans le noir aussi, comme tu nous le disais. C'est vrai que je constate que ça peut être des forces qualités. En tout cas, c'est des carrières qui sont relativement... Enfin, c'est impressionnant de pouvoir faire tout ça. Dans toutes ces choses sportives, tu as croisé le chemin d'Ocha ou Ocha a croisé ton chemin. Comment tu en es venu à déposer un dossier? Est-ce que c'est quelque chose que tu connaissais depuis longtemps? Alors, les chiens guides, je connaissais depuis longtemps. Enfin, je connaissais comme tout un chacun, là. Je savais ce que c'était, mais sans plus. Je m'étais souvent posé la question d'en avoir un, mais j'attendais de pouvoir l'assumer de mes propres moyens. J'étais encore chez ma mère quand j'ai fait la demande et je venais à peine de me lancer dans la vie active. Je voulais pas que si je demandais un chien, que ce soit la charge d'une autre personne. Je voulais pouvoir l'assumer moi tout seul. Donc souvent je m'étais posé la question plus jeune, mais j'attendais. Ça s'est fait sur un coup de tête. Mais vraiment, je me souviens, le jour où je l'ai décidé, je faisais les magasins avec une amie à moi, Marie,
qui était en BTS avec moi, et j'ai appelé une bénévole d'un club Lyon, un Lions Club, que je connaissais, qui m'avait déjà soutenu par le passé. Et je l'ai appelée parce que je savais qu'elle était référente pour les cannes blanches électroniques dans l'Aude. Et j'ai dit, écoute, voilà, je me songe vraiment à faire une demande pour un chien guide. Et elle m'a dit, mais figure-toi que je connais très bien l'école des chiens guides et tout. J'appelle Benoît, qui était instructeur en locomotion à l'école. Elle me dit, si tu veux, j'en parle. Et le lendemain, Benoît m'appelait, j'avais toujours pas averti ma mère, rien du tout. Il m'a dit, écoute, si tu veux, dans 3 jours, je suis chez toi pour faire le dossier. Ah ben, j'ai dit feu. Donc, je l'ai annoncé à ma mère. J'avais, donc, du coup, 2020, j'avais 21 ans. Et ça s'est fait très vite. C'était en septembre que tout ça s'est passé, je crois. 2019 ou 2018? J'ai eu Auchan en 2020, donc ça devait être juin 2019 que je l'ai appelé, que je faisais les magasins. Ouais. Benoît est venu dans l'été. En septembre, je faisais les 2 jours à l'école où j'ai passé les tests de vitesse de marche, j'ai vu la psychologue, tout ça là. Et au final, où on m'a proposé de continuer ou pas ma démarche, moi, bien entendu, j'ai répondu oui, et l'école a répondu favorablement aussi. Juste avant décembre, j'y suis allé tester 2 chiens. Donc c'est l'école des chiens guides de Toulouse. Hein. Exact, ouais. Donc j'étais allé passer 2 jours pour tester 2 chiens. Oli, qui était un jeune labrador crème, et Opium, qui était une labrador un peu plus grosse qu'Ocha, et qui était noire aussi. Sauf que Oli était beaucoup trop plan-plan pour moi. Ouais. Très gentil, il guidait super bien et tout, il y avait pas de souci, mais ouais, il était un peu pantouflard, on va dire. Et Opium était beaucoup trop rapide. Mais elle avait une vitesse de marche. Alors, autant je marche vite, mais là, c'était assez fou. Et pourtant, à l'issue de ce week-end-là, je pense qu'il y avait l'effet première fois qu'il jouait. J'étais persuadé de choisir Oli. Je me suis dit, ouais, on s'est quand même bien entendu, c'était cool, je l'aime bien et tout. Ouais. Et je suis rentré chez moi en disant à tout le monde, pour moi, c'est Oli, quoi. Ok. Et on m'a appelé quelques temps après pour me dire, eh ben écoute, viens confirmer, reviens faire un essai avec Oli. Et on a une petite chienne là, au chat, qui est là aussi, tu pourrais la tester. Ok. Et j'ai testé les deux, et au final, voilà, ça a été coup de foudre, mais le vrai coup de foudre avec Ocha. Sur le guidage, j'arrivais pas à les départager parce qu'ils guidaient très bien tous les deux, mais c'était plus dans la relation. Ocha était super dynamique, super affectueuse. Et le détail qui, je pense, a joué, c'est que, en parlant de jouer d'ailleurs, quand je les faisais jouer tous les deux, j'avais toujours leurs éducatrices à côté. Et quand je jetais le jouet à Oli, il le ramenait toujours à Fanny, son éducatrice. Alors que quand je jetais le jouet à Ocha, d'entrée de jeu, elle me le ramenait à moi. Ce qui a même surpris Stéphanie, son éducatrice. Et du coup, le temps du repas du midi, Ocha était resté avec moi. Et ouais, non, c'était fusionnel en fait. Et du coup, j'ai dit non, mais c'est sûr, c'est Ocha. Et après, il y a eu la remise. Et... C'était une évidence du coup pour toi. Tout à fait. Et donc Ocha était aussi en fin de parcours d'éducation, j'imagine. Oui. Parce que ça s'est fait assez rapidement du coup pour toi. Ouais, j'ai vu Ocha. La première fois que j'ai vu Ocha, c'était en début d'année 2020. Elle est venue faire le week-end test chez moi en tant que chien domestique, on va dire. Elle est venue un week-end, et après, normalement, la remise aurait dû s'enchaîner peu de temps après. J'aurais dû l'avoir en février, mais moi, en février, je partais pour un stage de tandem avec le pôle espoir français en partant en Espagne. D'accord. Et je me voyais mal assumer le stage avec des athlètes sélectionnés pour les Jeux de Tokyo et gérer la remise avec Ocha et tout ça. Donc j'ai dit, mieux vaut décaler la remise après mon stage pour pas déboussoler Ocha, la faire partir de Toulouse, venir chez moi, partir en Espagne, etc. Et du coup, ça a été ultra sportif parce que je me suis enchaîné 10 jours de vélo intensif. Je suis rentré le samedi soir chez moi, j'ai refait ma valise le dimanche pour partir le lundi en remise. D'accord. Donc ouais, t'as enchaîné les deux du coup. J'ai enchaîné les 15 jours de remise. Ouais, au bout de ces 3 semaines-là, j'étais près de mort. Tu t'étais bien donné, t'avais donné pour le tandem et pour Ocha, et là, il était temps de faire une pause. Surtout que j'étais en Espagne au mois de février, il faisait 28 degrés, j'étais en t-shirt, c'était incroyable. Je suis arrivé pour ma semaine de remise à Toulouse, une pluie toute la semaine. On n'a pas arrêté de guider sous la pluie. Donc c'était vraiment 2 salles, 2 ambiances, quoi. Et après, du coup, la deuxième semaine de remise s'est bien passée ?
La deuxième semaine de remise était donc du coup chez moi, à Limoux, et ouais, c'était super cool. Mais même la première, elles ont été vraiment atypiques parce que l'éducatrice d'Ocha était en train d'accoucher à ce moment-là. Ok. Donc du coup, c'est pas elle qui a fait la remise, et j'ai fait à peu près ouais, une bonne majorité des éducateurs de l'école qui se relayaient sur toute la semaine pour ben voilà, m'aider à faire la remise et tout ça, et m'aider et aider Ocha du coup à créer cette complicité et à guider. Mhm. Et ouais, alors entre la pluie, le changement d'éducateur, etc., c'était super drôle. Mais ça s'est super bien passé et Ocha était incroyable. De suite, ça surprenait même les éducateurs, ça matchait super bien en fait. Et une fois arrivé chez moi, c'était nickel aussi. Hein. Et aucun regret de Oli au final. Aucun regret d'Oli. C'était dur de faire le choix parce que j'avais l'impression d'abandonner Oli. Et Bah, tu l'avais déjà choisi dans ta tête. Elle, en tant non, que mais chien, elle le savait pas forcément. Mais toi, tu t'étais déjà projeté peut-être. pas projeté, mais je me disais le pauvre, tu vois. Je me disais, ah, je le choisis pas et tout. Je culpabilisais un peu. Bien que aucun regret et aucun doute, c'était Ocha, c'était une évidence. Hmm. Mais premier truc que j'ai demandé quand j'ai croisé Fanny, son éducatrice, j'ai dit alors Oli, il en est où? Et quand elle m'a dit il avait été attribué à quelqu'un, Ouais. mais ça m'a fait un petit soulagement quand même. Je me suis dit, ah, ok, c'est bon, Ouais. je l'ai pas abandonné. Tu l'as pas abandonné, tu l'as pas accaparé, et il sert aussi et il est aux côtés de quelqu'un. C'est ça. Et Opium aussi a été attribué, donc finalement tout était bien qui finit bien. Et non, zéro regret, mais jamais je regretterai Ocha. Du coup, t'as rencontré 3 labradors. Ouais, que des labradors. Après, j'ai rencontré d'autres chiens à l'école comme ça pendant les temps de détente et tout ça, Mais pour les mais essais. j'ai testé 3 labradors. Ok. C'était une race que tu affectionnais. T'as déjà eu des chiens? J'ai toujours eu des chats. Enfin, ma mère a eu des chats, des tortues, des poissons, mais enfin, voilà, pas jamais de chiens. Hmm. Donc non, j'en ai jamais eu. Et non, c'était pas un souhait de ma part. Je n'avais absolument aucun critère sur le chien qu'allait m'être attribué. Peu importe la couleur, la race, la taille. Je voulais que ça matche bien entre nous. Hmm. Après, effectivement, ils font du caniche royal. Si je leur avais dit, si je peux éviter le caniche, ça m'arrange un peu. Mais T'affectionnes pas forcément la race. je me voyais mal avec un caniche royal, pour être Ok. honnête. Ouais, non, mais écoute, après. Mais même, et je leur avais dit, si je vois que ça matche bien avec un caniche royal, il n'y a pas de souci, je le prendrai. Je voulais juste que, voilà, qu'il y ait cette évidence-là que j'ai eu avec Ocha, du coup. Et après, c'était, on va dire, un critère facultatif, mais vu que je suis sportif, je voulais quand même, j'aurais préféré, et c'est le cas d'ailleurs, avoir un chien qui était un minimum dynamique et tonique, quoi. Bah oui. D'où le fait que au lit, ça correspondait pas forcément. Et du coup, c'est ce que tu nous disais, tu fais du canicross avec la Miss Ocha. Ouais. Donc, t'as réussi à allier les deux, ta passion pour le sport, on peut le dire. Même si tu l'as pas mis sur un tandem, je pense qu'elle est une bonne partenaire de canicross, mais Ouais. Alors, en tandem, c'est plus compliqué. mais figure-toi qu'on a un projet d'attacher derrière le tandem une espèce de carriole pour promener les enfants, là. Ouais. Et on veut mettre Ocha dedans. On est en train d'élaborer le système et tout ça pour que ce soit et sécurisé et un plaisir pour tout le monde. Mhm. Parce que ça va faire quand même super long entre la carriole, le tandem et tout ça. Mhm. Mais le comité handisport de l'Aude organise depuis quasiment 20 ans un événement qui s'appelle le Tour de l'Aude, Mhm. où on fait 60 km par jour à la rencontre des écoles et des communes pour sensibiliser. Ouais. Et mon projet serait de faire le Tour de l'Aude avec Ocha derrière moi dans sa petite carriole. Ce serait génial. Donc même sur le tandem, elle me suivrait. Et ouais, en canicross, ça a été un peu compliqué. Ça l'est toujours, mais ouais, on se régale et c'est super. Parce que du coup, tu fais ça sur des circuits que tu connais, j'imagine, ou ta vision suffit à te guider, ou comment ça se passe? Je pourrais en faire à peu près n'importe où parce que ça va, j'ai encore confiance en mes capacités en Ocha. Il y a pas de souci. Je préfère le faire dans des circuits que je connais parce que on débute encore avec Ocha et bon, on sait jamais si elle fait un écart ou quoi que ce soit. Donc je le fais sur des circuits un peu pas trop passants, on va dire. Mais j'ai la chance d'habiter dans une toute petite ville où après 5 minutes de marche, on a quitté le centre-ville et on se retrouve au milieu des vignes. Pour nous, c'est génial, quoi. Pour aller se promener, pour aller courir, pour qu'Ocha aille se baigner ou quoi que ce soit. Je veux dire, ouais, à 3 minutes de mon appartement, on a tout, quoi. Oui, parce que moi j'ai essayé. Alors moi, la canicross, déjà, en tant que famille relais, j'ai des chiens différents à chaque fois. Donc déjà, Oui. de base, même si j'ai un harnais réglable, parce que du coup j'ai pris un bon harnais qui est bien réglable dans tous les sens,
C'est une des conditions. Et le problème, c'est que j'ai souvent des jeunes chiens et que avant 1 an, faire du canicross, c'est pas raisonnable pour leur croissance, parce que être en traction avant 1 an, ça sollicite trop les articulations qui sont en cours de croissance. Oui. Donc en fait, notamment avec Salsa que j'ai et qui a 4 mois et demi, c'est quelque chose qui est impensable. On se promène en longe, en liberté et autres, mais pas en canicross. Je pourrais toujours courir à côté d'eux, mais avec un 4 mois et demi, il faut pas courir très longtemps. Et j'ai eu l'occasion de tester une fois l'année dernière avec Purple, et donc ça avait été sympa. Sinon, ce que j'ai fait, j'en avais d'ailleurs écrit un article sur mon blog, j'ai eu l'occasion de courir un canicross à 3 avec Francis, qui est déficient visuel, et sa chienne, du coup Mandise, qui du coup était devant. On a fait ça 2 fois sur des circuits de 7 km, et là je guidais les deux parce que c'était des circuits un peu escarpés pour certains. Donc voilà, j'ai écrit un article là-dessus parce que c'était pas si évident que ce que je pensais. Et surtout, ça m'a beaucoup fatiguée aussi intellectuellement d'anticiper en fait beaucoup de choses. La trajectoire du chien, les aléas pour le coureur à côté de moi, et puis ma propre trajectoire. Ouais, c'est une bonne expérience. Non, c'est très compliqué. Enfin, moi, je sais qu'au début, j'avais du mal parce qu'il faut communiquer énormément avec son chien. Et communiquer lorsqu'on court, c'est pas forcément évident d'un point de vue cardio et souffle. Donc, pour moi, c'était beaucoup moins fatigant d'aller courir tout seul finalement que d'aller courir avec Ocha. Mais il faut s'en remettre patience et continuer. Nous, ce qui nous a motivés, c'est que un des éducateurs qui a fait la remise avec moi avait pour projet qu'on fasse un canicross. Donc, on devait faire un 10 km dans Toulouse. Ok. Et pour raisons sanitaires, ça avait été annulé, mais c'était ma source de motivation. Avec Ocha, on s'entraînait pour ça. J'espère qu'il sera relancé bientôt, qu'on pourra effectivement le faire un jour, mais c'était un beau projet, ouais. Ouais, nous, c'était à l'occasion de la Wamiz Run, dont les bénéfices étaient versés à l'école des chiens guides de Paris. Du coup, ça alliait toutes les causes, le fait de guider. Et puis moi, j'avais pas de chien pour courir, le canicross, c'était parfait. Francis cherchait quelqu'un sans chien pour les guider tous les deux. On a fait ça à 3, 2 années de suite. Et puis comme tous au mois de mars l'année dernière, mars-avril, ça ne s'est pas fait. On était tous chez nous. Et oui. Et tu nous disais aussi que Ocha a le privilège en tant que chien guide en activité d'aller se baigner, et je crois que c'est assez souvent aussi, vous êtes dans le sud aussi, donc il fait pas mal chaud. Elle adore l'eau, sa famille d'accueil lui avait fait découvrir, il l'avait amené partout, donc pour moi ce serait trop dur de passer à côté d'un lac, d'une rivière ou de la mer sans lui donner le droit d'y aller, parce qu'on voit vraiment que c'est sa passion. Ouais, ici il fait quand même assez chaud, et l'été, par grosse température, aller se promener ou aller jouer, c'est pas forcément raisonnable parce qu'elle va surchauffer très vite. Donc je préfère l'amener se baigner. Je surveille parce qu'elle fait beaucoup d'otite, donc ça me coûte cher en veto et ça me demande une grosse vigilance, mais elle est tellement heureuse quand elle est dans l'eau. Puis l'été, je fais beaucoup d'activités nautiques, comme je te disais, du kitesurf ou du wakeboard, et j'ai la chance que ce sont des milieux où les gens sont assez cool, donc du coup je laisse Ocha se baigner sur le ponton avec nous et tout. Je me souviens, c'était l'été dernier, je suis allé à Agde faire du wakeboard avec une amie à moi. Et Ocha avait sauté du ponton, c'est la première fois que je faisais du wake, moi. Et Ocha a sauté du ponton, a nagé, je dirais, 150 mètres. Et moi, je le savais pas, j'étais sur ma planche, je surfais, je suivais ma longe, là. Et je suis tombé comme un gros caca dans l'eau, là. Et au final, en me retournant, j'ai senti quelque chose me griffer dans le dos. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit Ocha, j'ai un peu paniqué sur le coup. Et en me tournant, Ocha essayait de monter sur la planche, et je me suis rendu compte qu'elle avait sauté tout le ponton ménager pour essayer de venir me récupérer. Et elle m'a retracté jusqu'au ponton, et c'est là que je me suis rendu compte que d'une part, elle a une force incroyable, et deuxièmement, ouais, c'était super mignon, tout le monde était un peu émerveillé. Donc c'était assez cool, ouais, à ce moment-là. Et du coup, ça vaut le coup de peut-être tenter des activités à deux. Le canipaddle, peut-être J'aurais aimé, et j'en ai discuté, mais elle est un peu grosse pour le coup. Ah, oui. Mais par contre, le gérant de la plateforme là disait que il fait du paddle et il fait même du wakeboard avec son chien. Il cale son chien entre ses jambes, mais il a un plus petit chien, quoi. Ouais. Avec Ocha, le paddle, ça peut être gérable, mais il va falloir tenir l'équilibre autant elle que moi. Mais le wake, ce serait compliqué, ouais. Non, la planche est trop petite. Et puis, au pire, il y a le kayak aussi. Hein. Moi, j'avais fait ça avec Noli. Ouais.
C'est pas mal, hein. Faut pas être dans des rapides et tout parce que c'est pas agréable pour personne. Enfin, en mode plus doux, ça peut passer, quoi. Tout à fait. Bon, on voit bien en tout cas que Ocha s'est complètement inscrit dans ton quotidien et j'imagine qu'elle t'aide aussi du coup au niveau du boulot, enfin dans tes déplacements, au niveau de pas mal de choses. C'est devenu vraiment ton binôme, quoi. Elle est tout le temps là, vraiment. Je crois que le seul endroit où elle vient pas, c'est quand je suis à la douche, quoi. Sinon, ouais, elle est tout le temps là, c'est la mascotte du comité handisport, tout le monde l'aime bien, je peux que le dire, c'est une vedette, mais c'est vrai, nous, avec le boulot, on fait beaucoup de sensibilisation en entreprise ou dans les lieux scolaires, et quand je rentre dans la cour d'une école avec un chien, on dirait une pop star qui arrive, quoi. La foule est en délire, et au sens propre du terme, c'est incroyable. C'est perturbant au début, à vivre, mais on voit des petits crier, courir, ils sautent partout, oh, il y a un chien, il y a un chien. Parce que d'une part, ils sont surpris de voir un chien dans leur école, parce que pour la plupart, c'est la première fois qu'ils en voient dans l'école. Et puis Ocha a la chance d'être mignonne, on va dire, elle a un regard attachant et tout ça, donc forcément ça attire. Et ouais, c'est fou. Puis nous, il y en a pas beaucoup dans l'Aude qu'on est chien guide, donc de suite, on nous a clairement identifiés, et vu que de par mon métier, on est, je vais pas dire médiatisé, mais on nous voit souvent à travers des articles de journaux sur les événements qu'on organise. C'est un peu le but aussi, hein. Ouais, voilà. Non, pas de vous voir vous, mais que vos actions soient un peu médiatisées quand même. Tout à fait. Et du coup, Ocha est à chaque fois en photo, ou quand je fais des podcasts à la radio ou des émissions, elle est là aussi. Donc à la radio, on l'entend pas, mais s'il y a un live Facebook, on la voit. Enfin, on la voit un peu partout, donc ouais, on est facilement reconnaissable. Et puis elle est tellement affective que tout le monde s'en donne à cœur joie, quoi. Ouais, tu nous parles de podcast, du coup, c'est vrai qu'il y a un podcast dans lequel tu es intervenu, qui s'appelle, je crois, Dans les pattes d'Ocha. Donc ça, c'est une action de communication qui a été mise en place entre une radio et l'école des chiens guides de Toulouse, c'est bien ça? Tout à fait, alors je veux pas dire de bêtises et je m'en excuse si j'en dis, hein, mais il me semble que c'est Anaïs, du coup, qui est en stage dans la station de radio RCF Pays d'Aude, qui l'a pensé, conçu et réalisé, et elle a contacté l'école des chiens guides, les éducateurs, des familles d'accueil, et moi-même, du coup, pour réaliser ces 8 épisodes, et ça retrace tout le parcours d'un chien guide, du moment où il naît à l'élevage jusqu'à sa mise en retraite. Et c'est décomposé du coup en 8 étapes, et j'interviens avec Ocha dans les 4 dernières, me semble-t-il. Donc j'y suis absolument pour rien dans ce projet, tout le mérite lui revient. C'était une belle expérience. On a enregistré tous les sons et tous les audios hier d'ailleurs. Ouais, c'était fou. Parce que du coup, c'est un podcast, alors par rapport à ce que je fais moi, c'est vrai que c'est un petit peu différent, et pour illustrer, pour ceux qui auraient envie d'aller tendre une oreille, c'est des épisodes de 5 minutes avec beaucoup du coup de mise en scène sonore. Moi, j'ai écouté le premier épisode, donc la petite Ocha a une petite voix déjà. On découvre un peu de l'intérieur comment un chien pourrait percevoir le fait qu'il quitte le centre d'élevage pour rejoindre d'abord son éducatrice et être confié à sa famille d'accueil pendant une bonne année. Je vous encourage, et je mettrai le lien dans les notes de l'épisode, et aussi si vous voulez aller tendre une oreille, vraiment c'est très sympathique, et vraiment la mise en scène sonore nous plonge bien dans l'univers d'Ocha. Alors comme tu nous le disais, c'est un peu théâtralisé dans le sens où vous entendrez que c'est pas la bonne race au tout début, mais l'idée c'était de montrer vraiment de A à Z un parcours de chien qui pourrait être le tien, celui que tu es en train de nous raconter. C'est ça. L'histoire ne colle pas à 100% avec l'histoire de la vraie Ocha, mais en soi, au moins tout le monde peut s'identifier à ce chien guide-là. L'idée n'était pas de vraiment retracer le parcours d'un chien guide en particulier, mais ce podcast se voulait assez général. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est, comme tu disais, que d'entendre mon chien parler finalement. C'est Anaïs, celle qui réalise ces podcasts, qui prête sa voix à ce chien fictif, entre guillemets, qui est Ocha. Ça m'a fait quelque chose quand elle m'a fait écouter le podcast et que j'ai entendu le « Salut, moi je suis Ocha ». J'ai eu l'impression de revivre ce que j'avais vécu et qu'on me présentait mon histoire, mais avec une voix off. C'était assez prenant, ouais, j'avoue. Je pense qu'Anaïs s'en est rendu compte du coup, mais à l'oral, j'ai pas trop de difficultés et je suis assez à l'aise, on va dire. Mais hier, ouais, j'ai été un peu déstabilisé parce qu'elle m'a fait d'abord écouter les podcasts et après on a enregistré. Et je m'attendais pas du tout à ça, je m'étais gardé la surprise. Et c'est vrai que l'émotion avait pris un peu le dessus. Ça se sentait que j'étais un peu moins à l'aise dans les enregistrements.
m'a fallu 2-3 minutes pour retrouver mes esprits, mais ouais, c'est assez émouvant, je trouvais, comme podcast et comme rendu, donc franchement, allez écouter, je suis pas objectif, mais je trouve que c'est du bon boulot quand même. Je mettrai les notes, et puis c'est 5 minutes x 8, donc c'est largement écoutable en entier. Vous cliquerez dans les notes de l'épisode, je mettrai aussi sur mon blog futurshangit.fr dans ton article tout ce qu'il faut pour rejoindre du coup cette petite série RCF Pays d'Aude. Eh bien écoute, je voulais te demander s'il y avait quelque chose que tu avais appris ou découvert quand tu as fait ta demande de chien guide. Est-ce qu'il y a quelque chose auquel tu t'attendais pas du tout et qui est plutôt une bonne surprise? Je sais que le truc qui m'a marqué quand on me l'a dit, ça je le savais pas et je l'ai découvert pendant la remise, je crois, ou peut-être un peu avant, c'est qu'on m'a dit que les chiens guides ne guident pas parce qu'ils savent que la personne est mal ou non-voyante. Ils n'en ont pas conscience. Et ça, je le savais pas. Et tout aussi bien, un chien guide pourrait guider n'importe qui, il fait ça parce qu'on lui a appris, mais il fait pas ça en se disant je guide cette personne parce que elle ne peut pas se déplacer toute seule. Et ça, je sais que ça m'a marqué parce que finalement, quand on a un handicap visible, on va dire, peu importe où on va aller dans la rue, peu importe qui on va croiser, ces personnes verront ce handicap-là. Alors que finalement, nos chiens n'en ont pas conscience, eux ils ne le voient pas, et c'est les seuls êtres vivants qui nous côtoient au jour le jour, on va dire, qui ne voient pas en nous cet handicap qui fait partie de nous justement. Donc ça m'avait marqué. Et la réaction des gens autour de moi, que je croise dans la rue, dans les magasins, tout ça, quand j'ai eu mon chien, parce que je m'attendais à avoir des réactions, à me faire refouler à l'entrée des magasins ou quoi que ce soit. Oui, tu disais qu'il y a peu de chiens guides en plus dans le département, tout simplement. Et ouais, c'est pour ça, dans le département, il y en a peu, et alors moi, dans la ville où j'habite, il y en a pas du tout, et je pense qu'à 50 km de rayon, il y en a pas non plus, donc franchement, je m'attendais à tout comme réaction. J'ai eu que de la bienveillance et que du bonheur. Les gens sont hyper attentionnés, super gentils. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est que des lieux où j'allais souvent avant d'avoir un chien guide, potentiellement, les personnes savaient que j'avais un handicap, mais on n'en parlait pas ou ils l'avaient pas remarqué, je sais pas. Mais truc tout bête, j'allais chez la boulangère acheter une baguette de pain. J'achetais ma baguette de pain comme tout le monde. Le jour où j'y suis retourné avec Ocha, je sais pas si elle a découvert que du coup j'étais malvoyant ou si c'est le fait de voir Ocha qui l'a remis en tête, mais de suite on sentait que les gens étaient beaucoup plus attentionnés. Elle me disait le TPE il est là, elle me tendait le TPE, allez-y, elle me tendait bien la baguette. Ça se voyait qu'elle voulait vraiment bien faire. Dans tous les lieux où je suis allé, il s'est passé ça, et moi je dis que c'est l'effet Ocha, mais c'est vraiment ça. Soit les personnes visualisent le handicap un peu mieux à travers le chien et du coup essayent d'être gentils, et ils y arrivent très bien et c'est adorable de leur part. Mais au final, mon handicap, il a pas évolué. Je suis toujours la même personne avec ou sans chien. Ouais. Et ce qu'ils font là, ça m'aurait été utile aussi avant, mais ils le faisaient pas. Je sais pas pourquoi. Et je leur en veux pas, y a pas de souci. Si j'avais été en difficulté, je l'aurais demandé, c'était pas le cas. Mais ouais, le fait de voir le chien, ça a changé un peu le comportement des gens. En bien d'ailleurs. Tu te guidais pas du tout avec une canne blanche? Du tout. J'en ai jamais voulu. Je l'ai essayé plusieurs fois. Ouais. Et je l'ai réessayé pendant la semaine de remise. Je me sens pas du tout en sécurité ni rassuré. Je la dénigre pas et je comprends que des gens l'utilisent et il y a pas de souci. Chacun fait ce qu'il veut. Mais vraiment, je n'en voulais pas, et par acquis de conscience, j'ai voulu quand même m'assurer de mon choix et la réessayer. Mais non, pour moi, c'était le chien. Et avant d'avoir Ocha, non, je me déplaçais tout seul. Ok. Et d'ailleurs, je me déplace toujours tout seul de temps en temps pour pas perdre cette habitude-là. C'est juste que je sentais que j'étais de moins en moins sereine dans mes déplacements. D'accord. Et que ça me demandait beaucoup trop d'efforts. Donc du coup, le chien guide était la solution, on va dire, de confort et de sérénité. Oui, mais c'est pour ça que tu dis que la boulangère, parce que t'avais pas posé la question, donc j'avais pas l'information, mais la boulangère, elle te voyait arriver sans rien, tu avais pas de canne, etc. Et du jour au lendemain, tu es arrivé avec un chien guide, et là, elle a peut-être capté quelque chose qui t'aurait été un peu utile avant, mais en effet, peut-être que c'était pas... Mais après, elle savait peut-être pas forcément que j'avais un handicap, parce que moi, je le crie pas non plus dès que j'ouvre une porte. Ah bon? Et ouais, certains le voient par rapport aux lunettes ou par rapport à des détails dans la vie quotidienne, mais d'autres ne le remarquent pas, qu'ils ont autre chose à faire. Je te pose pas la question aussi. J'en veux pas du tout à cette boulangère. D'ailleurs, j'ai dit boulangère, c'est le premier mot qui m'est venu. Mais ouais, c'était rigolo de voir le changement de comportement. Ok. Bah écoute, justement, tu me parlais de tous ces bons moments, et je me demandais si il y avait un moment où tu avais été bluffé par Ocha et qui reste un souvenir assez marquant pour toi. J'en ai un, mais c'est pas Ocha qui m'a bluffé.
c'est une amie à moi. Ouais. Premier jour où Ocha elle est venue, premier week-end où elle était là en tant que chien domestique. Je l'avais pas dit à grand monde parce que je voulais pas avoir un défilé de personnes qui viennent la voir et la perturber. Et je l'avais juste dit à une amie que je côtoie souvent. Elle est venue voir Ocha du coup et on avait amené Ocha jouer. Et c'était rigolo parce que moi j'avais les jouets que m'avait prêté sa famille d'accueil, donc c'était les jouets d'Ocha. Et Marine, du coup cette amie, est venue et elle avait acheté elle-même un jouet pour Ocha. Et alors je trouve ça fou parce que Ocha c'est mon chien maintenant et on savait déjà que ça allait devenir mon chien à ce moment-là, mais le premier jouet de mon chien n'a pas été acheté par moi ni par ma famille, mais par une amie à moi. Et on l'a toujours et c'est rigolo parce qu'elle en achète tout le temps et là il y a une semaine ou deux elle m'en a encore acheté un parce que je viens d'aménager dans mon appartement. Le cadeau qu'elle m'a fait c'est un jouet pour Ocha encore et je trouve ça trop mignon. Et après un moment où Ocha elle m'a bluffé, elle me bluffe tout le temps mais elle a une faculté d'adaptation qui est incroyable. Elle s'entend bien avec tout le monde, elle est gentille avec tout le monde. Enfin, elle est adorable. Ben là où elle m'a bluffé, c'est quand elle est venue me chercher à 150 mètres dans l'eau là. C'est ce que j'allais dire. Ouais, voilà, là aussi, là c'était bluffant. Mais en fait, il y en a beaucoup trop des moments où elle m'a bluffé. C'est pour ça. Je me demandais aussi si tu avais fait une ou des rencontres exceptionnelles avec Ocha. J'ai ma petite idée, mais je pense que tu en as une belle à nous raconter. Ben, toutes les personnes que j'ai rencontrées par le biais d'Ocha, que ce soit à l'école, que ce soit les éducateurs, les bénévoles, enfin tout le monde, c'est déjà en or. Je pense que pour travailler dans ce milieu-là, on est obligé d'être gentil et d'être bienveillant en fait. Et tout le monde a été super adorable et super cool. Surtout qu'il a fallu, comme je te disais, s'adapter énormément parce que j'ai changé d'éducateur plein de fois et il y a eu plein de situations où vraiment il a fallu une capacité d'adaptation incroyable et ça s'est super bien passé. Mais sans vouloir faire de catégorie ou de favoritisme ou de mettre les gens en compétition, mais ça restera la famille d'accueil d'Ocha. Les deux personnes les plus incroyables, c'est Marion et Mathieu. On a à peu près le même âge, ils sont à peine un peu plus âgés que moi. C'est des gens en or. Mais c'est fou, je les ai présentés à ma famille, j'ai rencontré la leur. Enfin, on a vraiment créé une relation qui est incroyable et c'est Ocha qui nous a rapprochés. Et je fais même du tandem avec Mathieu maintenant. Donc, ouais, c'est fou. On essaye de se voir le plus souvent qu'on peut. C'est toujours génial. Quand Ocha les revoit, elle est toute heureuse, eux aussi. Je pense que c'est eux les deux personnes qui m'ont le plus marqué et qui me marquent encore aujourd'hui. Parce que la relation qu'ils ont eue avec leur chien, c'était fou. Voilà. Et puis je crois savoir aussi que du coup tu leur as laissé une mission un peu médiatique ouais. Parce que ça tu me l'expliquais et du coup c'est hyper intéressant ton point de vue parce que Ocha a un compte Instagram qu'avait créé sa famille d'accueil du coup. Exactement, c'est Marion qui l'a créé. Elle l'a créé au moment où elle a eu Ocha et publié des photos et des vidéos assez quotidiennement on va dire. Et moi déjà d'une part j'ai trouvé ça génial parce que j'ai pu voir l'évolution de mon chien grâce à ce compte Instagram, parce que moi, Ocha, je l'ai eu, elle avait déjà 2 ans, donc je l'avais jamais vue petite, et sans ce compte-là, ben, je sais pas si je l'aurais vue. Donc j'ai trouvé ça génial. Et une fois que la remise a été faite et qu'Ocha est venu vivre avec moi, Marion m'avait proposé de prendre le relais et de gérer ce compte. Ce que j'ai gentiment décliné, pas parce que j'avais pas envie ou pas le temps, mais parce que je trouvais ça normal et légitime que ce soit elle qui le continue, accompagnée de Mathieu, vu que c'est eux qui l'ont créé et que c'est tout autant leur chien que le mien finalement. Et moi au moins ça me permet voilà, pour alimenter le compte, je leur envoie des photos, donc eux, ils sont contents de voir comment va leur chien. C'est elle qui fait les légendes, c'est elle qui met les photos qu'elle veut. Et moi, j'ai toujours la surprise de, bon, même si je connais la photo à chaque fois, quand j'ouvre mon compte Insta, hop, je vois mon chien, je lis les beaux messages qu'elle me met, enfin qu'elle partage à tout le monde d'ailleurs. Oui. Mais ouais, je trouve ça cool. Et j'ai beaucoup d'amis à moi, du coup, qui s'y sont abonnés, qui ont suivi les aventures d'Ocha, donc ça me tenait à cœur que ce soit elle qui le garde. Et elle fait ça très très bien, donc... je mettrai le lien bien sûr du compte, hein, Ocha, chien guide avec des tirets du bas entre chaque mot. C'est ça. Ocha, O-S-H-A et non pas A-U-S-H-A, comme certains pourraient le penser, qui est le nom de mon hébergeur de podcast, petit clin d'œil au passage. Ah ouais? Oui, ça s'appelle comme ça. Tu sais d'où ça vient, Ocha? Non, dis-moi. Ça vient de Game of Thrones. C'est vrai? Ouais. C'est un personnage de Game of Thrones. C'est son éducatrice qui l'a appelé Ocha par rapport à cette série-là. Et du coup, je me suis fait Game of Thrones pour savoir pourquoi mon chien s'appelait comme ça. Du coup, je l'avais pas vu. Ouais. Je l'ai regardé dans le but de découvrir quel était ce personnage qui s'appelle Ocha, du coup.
Bah oui, parce que du coup, moi j'ai regardé, mais alors j'ai un peu zappé. Alors, c'est la sauvageonne qui aide Bran et le petit frère de Bran. Hmm. Tu sais, elle les aide quand ils sont tout seuls perdus là. Ok. C'est une petite sauvageonne. Et alors, je sais pas si elle l'a fait dans cet esprit-là, mais moi, mon interprétation, c'est ça. C'est que Bran, du coup, est paraplégique dans cette série. Hmm. Et c'est elle qui le porte sur son dos. Hmm. C'est Osha qui porte Bran sur son dos. Et alors, elle le guide pas, mais elle est quand même là pour assister une personne dans une situation de handicap. Ce Hmm. que fait mon chien au jour le jour. Et oui. Voilà, donc je trouvais ça, je sais pas si c'était, faudrait que j'en discute avec Stéphanie, éducatrice, voir si c'était vraiment dans cet esprit-là qu'elle a choisi le nom. Mais quoi qu'il en soit, je trouve la symbolique mignonne et bref, du coup, j'ai regardé Game of Thrones. Et tu parlais aussi du conte, je sais qu'on en avait parlé de cette histoire de passation de compte. Alors c'était avec Fabienne qui nous parlait de Finlay dans l'épisode 15 qui allait partir à la retraite, enfin qui est parti à la retraite auprès de Christelle et David que j'ai eu l'occasion aussi du coup d'interviewer dans l'épisode 16 juste après. Puis on en avait pas parlé je crois dans le podcast, mais on en avait parlé en off justement sur qui gérait les comptes, etc. Et Fabienne m'avait dit non mais je garde le compte de Finlay, et Christelle et David m'avaient dit non mais c'est Fabienne qui garde le compte parce que voilà, comme ça elle leur partage les informations que lui envoie la famille de retraite sur la retraite paisible et dynamique, je dirais même, de Finlay. Voilà, donc c'était En parlant de retraite, hier, j'ai dû faire l'exercice le plus dur que j'ai eu à faire ces derniers temps, là. C'est que dans les podcasts qu'a fait Anaïs, du coup, sur RCF, le dernier épisode parle de la mise en retraite des chiens. Et du coup, il a fallu que je joue la scène où j'annonce à Ocha que je me sépare d'elle parce qu'elle va être mise en retraite et qu'elle va retourner dans sa famille d'accueil d'origine, d'ailleurs. Sauf que moi, je m'étais pas du tout préparé à ça. Je me suis dit, j'ai le temps pour ça. Ocha, elle a que 3 ans, et puis je me vois pas du tout me séparer d'Ocha, même si elle est mise en retraite. Je me vois plus assumer un deuxième chien guide et Ocha en retraite à côté, mais c'est mon premier chien, je me vois mal m'en séparer. Et pour moi, je sais pas ce qui se passera à ce moment-là, et peut-être ma vie me permettra pas d'en assumer deux, mais quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, je me vois pas m'en séparer et je ferai tout pour la garder. Mais vivre cette scène-là et la jouer, surtout que j'ai des jouets au sens propre du terme, j'avais Ocha devant moi, quoi. ah ouais. C'était super dur. Et ouais, c'est un moment marquant aussi, quand même. Que je m'attendais pas à vivre, d'ailleurs. Bah du coup oui, tu l'as vécu en théâtre beaucoup plus tôt Ouais. avec Ocha en face, mais tu as encore de longues années à passer auprès d'Ocha. Oui, oui, Donc, heureusement. heureusement, mais oui, j'imagine que l'exercice doit pas être si simple et émotionnellement, ça doit être un peu. Quand elle m'a annoncé que je devais faire ça, j'ai fait une drôle de tête, hein. Bon on écoutera ça à nouveau pour voir ce que ça donne. Ouais, voilà. Mais Ouais, sachant que du spoiler la coup, fin. Ocha n'est pas à la retraite actuellement. L'idée c'était bien de retracer toute la vie, un peu comme je l'ai fait au divers de différents épisodes aussi, pour aller jusqu'à la retraite un peu. Mhm. J'ai toujours l'habitude de poser une question de fin qui peut avoir des réponses plus ou moins multiples sur quel était ton pire et ton meilleur moment avec Ocha. Mon meilleur moment, j'ai pas un meilleur moment, mais en fait, c'est toute l'histoire avec Ocha qui est mon meilleur moment, en fait. Elle est là tout le temps, donc en sélectionner un, il y en a trop. Vu qu'elle est là tout le temps avec moi, alors c'est sûr, c'est pas tous les jours tout beau, tout rose, elle fait des bêtises comme moi j'en fais aussi, mais non, c'est génial quand je vois les gens autour de moi qui l'ont totalement accepté, qui en sont gaga, moi aussi, à un point même que je suis déjà quand même pas mal tatoué. Et hier, j'étais en train de discuter avec mon tatoueur pour me faire un tatouage en rapport avec Ocha, justement. Donc c'est que vraiment, Pour te la mettre dans la peau encore plus. ouais, voilà, c'est ça. Ocha est un bon moment à elle toute seule, quoi. Et mes pires moments, en soi, ils sont tellement anecdotiques. Oui, des fois, pas faire ses besoins au caniveau, elle va le faire au milieu du trottoir, mais bon. Ça va. Voilà, ça se gère en 30 secondes et enfin, j'en ai trop en tête justement pour en sélectionner un en particulier. Mais si je dois en choisir juste un seul, je pense, de bon moment, ça a été le moment où j'ai dit ça sera Ocha et pas une autre. Tu pensais pas repartir sur le papier, hein, puisque c'est pas ce jour-là que Ocha t'a été confié, mais Oui. repartir avec plus Ocha que Oli en tête, quoi. Ouais, moi comme je t'ai dit, dans ma tête, c'était Oli, mais je dirais pas qu'Oli était un choix par dépit, mais c'était Oli parce que ça se passait bien, mais je m'attendais pas à découvrir Ocha.
et ce que bouleverse toutes mes certitudes d'un coup comme ça. Ça s'est fait d'un coup et les éducateurs le disent souvent, ils disent faut qu'il y ait ce lien, faut qu'il y ait ce coup de foudre. Le dire c'est une chose, le vivre ça en est une autre. Et pour le coup, je pense qu'il faut l'avoir vécu pour se rendre compte réellement de ce que c'est. Ouais, ça a été le cas et il y avait plus la place au doute quoi. C'était Ocha et ça restera Ocha. Bah écoute, c'est un très bon mot de fin. Ça restera Ocha. En tout cas, on vous souhaite à Ocha et à toi de belles aventures, puisque, comme tu nous le disais, ça fait à peine 1 an et demi, même pas 1 an et demi que Ocha est à tes côtés. C'est ça. On a l'impression qu'elle a toujours été là, qu'elle a toujours guidé tes pas. On a compris que tu avais pris ton indépendance entre-temps, vu que tu es tout récemment installé dans ton appartement. En tout cas, moi, je te souhaite que le meilleur. Merci en tandem, avec une carriole derrière, on a noté, on guettera. Et puis, je te remercie pour m'avoir confié toute cette histoire si précieuse sur votre relation en binôme avec Ocha. Mais y a pas de souci, tout le plaisir était pour moi et écoute, si tu veux que je revienne un jour, j'ai encore plein de trucs à raconter, donc y a pas de souci, c'était vraiment un très bon moment, toujours content de partager tout ça et merci de l'invitation du coup. Avec plaisir, je note pour l'invitation à venir. J'espère que le podcast durera très longtemps. En tout cas, on se retrouvera aussi peut-être un jour à Toulouse. Ben ouais. En vrai, on verra. Mais j'ai quelques personnes à aller voir à Toulouse. On avait notamment parlé de Toulouse avec Justine, qui du coup a été intervenue dans l'épisode 9, qui a Naya. Oui. Et je pense qu'un jour on se croisera peut-être. Je pense que tu la connais aussi, Justine. Ouais. Vous êtes déjà croisés. Oui, on s'était suivis sur Instagram parce que les comptes de nos chiens se suivaient justement. Et du coup, je suis remonté jusqu'à Justine et on a beaucoup papoté. Ouais, on s'est jamais vu physiquement, mais on a beaucoup échangé. Et j'aimerais bien la rencontrer aussi un jour. Donc, ouais. J'ai eu l'honneur de la rencontrer à Paris lors de son périple qu'elle nous a raconté. Je t'invite à écouter l'épisode. Elle nous racontait son premier voyage du coup avec Naya, qui était notamment à Paris, qui était un grand moment pour elle du coup. Ok, j'irai écouter ça, je suis curieux. Avec plaisir. Et puis à très bientôt, au plaisir de se croiser avec du coup les autres Toulousains ou de passage à Paris si tu l'es, avec grand plaisir aussi. Et puis merci beaucoup encore et à très bientôt. Il n'y a pas de souci, à bientôt Estelle. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Romain pour sa disponibilité et sa réponse immédiate à mon invitation pour nous raconter les dessous de l'histoire d'Ocha, que j'avais pour ma part suivi dès le début sur son compte Instagram, @ocha-chien-guide. Vous pouvez retrouver dès maintenant l'article synthétique avec plein de photos d'Ocha et Romain sur mon blog futurchienguide.fr. N'hésitez pas également à m'écrire sur mon Instagram @futurchienguide. J'adore échanger sur vos ressentis, vraiment, à chaque épisode. Enfin, j'espère que vous avez passé un bel été et que ces 4 épisodes et ces 3 hors-série vous ont plu, parce que je vous réserve encore plein de surprises avec de nouveaux invités dès la rentrée. Alors à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles.